suis ravi d'être là aujourd'hui et surtout, j'aimerais que cette séance soit le plus interactive possible. Et le lien était assez naturel avec les masterclass, qui était de prendre du temps aussi pour les photographes, les vidéastes. Moi, c'est Suzy. Je travaille chez Ocus directement. Je m'occupe de l'équipe côté. Ça va faire plus de 3 ans maintenant. Donc, j'ai connu WeFlash, le changement à Ocus. Moi, je suis commercial chez Ocus. Je faisais partie de l'aventure imaginaire avant. Les deux boîtes se sont réunies il n'y a pas longtemps. Vous êtes au courant. Moi, je m'appelle Damien. Je m'occupe de l'équipe commerciale chez Ocus. Ça fait un moment que je travaille dans la photographie et sur des aspects commerciaux. N'hésitez pas à poser des questions désagréables même. Du coup, l'idée, c'était un peu dans la même veine que les sessions précédentes, d'essayer de réfléchir un peu à quelles étaient les compétences qu'on avait, nous, en interne, qu'on pouvait vous apporter pour que vous soyez prêts pour la sortie du confinement, ce qu'on appelle le jour 1. On s'est dit qu'on avait quand même des commerciaux qui étaient sacrément forts, notamment Damien et Jim, et que c'était peut-être intéressant pour vous de pouvoir essayer de comprendre comment eux, ils travaillent et surtout comment est-ce qu'on peut appliquer leur manière de faire à vous, votre marché, vous, votre approche, et essayer de vous apporter surtout des tips et des choses très concrètes à appliquer pour que vous puissiez avoir des nouveaux outils, avoir de nouvelles approches, de nouvelles manières de faire. Donc, c'était l'idée. Enfin, c'est l'idée de cette masterclass. On espère que ça vous aidera dans ce sens. Et d'ailleurs, pour commencer, l'idée, c'est peut-être de vous connaître un peu plus. On connaît quelques personnes de la communauté et donc qui font partie de la masterclass d'aujourd'hui. Ce qui serait bien, c'est que pour avoir une approche concrète, comme disait Suzy, ce serait d'avoir peut-être un peu de feedback sur vos spécialités, sur vos industries. Pour aller très vite sur cette slide, on aime bien commencer par un petit constat, un avant-après. Encore une fois, le but de la session aujourd'hui, c'est que dès demain, vous vous rappeliez un peu de ce qu'on s'est dit, vous ayez noté 2-3 trucs un peu sympas à appliquer et que vous vous sentiez plus à l'aise, idéalement même plus fort, ou en tout cas que vous ayez du vrai retour sur investissement. C'est-à-dire que là, on prend 1 heure ensemble. Demain, vous avez appris 1 ou 2 trucs qui vous permettent d'être meilleur dans votre quotidien sur la partie commerciale. On ne parle pas du métier de photographe, ça on vous laisse, vous êtes très bon à ça, c'est pas un sujet. Mais là où on peut avoir de la valeur ajoutée, c'est sur la partie commerciale, l'approche commerciale. Surtout bien meilleur que nous sur la partie photographe, donc vraiment on va pas se permettre. La partie commerciale, enfin moi du coup ça fait un moment que je traîne dans le milieu de la photo et souvent mes copains photographes sont plutôt talentueux mais assez mal à l'aise sur 2 phases qui sont la prospection, c'est-à-dire comment je vais parler à des nouveaux clients et la négociation, c'est-à-dire comment j'envoie un devis, comment je défends un devis qui est plus cher que celui de mes concurrents. Voilà, et donc là l'idée c'est de vous trouver quelques tips hyper applicables, hyper concrets pour défendre, pour être à l'aise quand on prospecte, être à l'aise quand on est dans une phase de négociation et quand on doit envoyer un devis. Très 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 concret. Go Jim. Yes. Du coup, l'agenda, ça va s'organiser un peu comme ça. En anglais, c'est You are a best in class, qu'on a traduit avec vous avez de l'or à vendre. Mais best in class s'applique. La notion de best in class, on va parler d'attitude, on va parler de valeur à apporter. La deuxième partie, ce sera le cycle de vente. L'idée, c'est de prendre un peu un step back sur comment on fait du commerce et d'essayer d'identifier des étapes un peu importantes du cycle de vente, histoire que vous aussi, vous preniez ce step back-là et que vous y marquiez peut-être des choses à bien avoir en tête avant de commencer à vendre quelque chose, à approcher un client. Et la dernière partie, c'est la plus intéressante. C'est une partie un peu interactive, discussion. Vous allez nous poser des questions très concrètes sur vos pains, les problèmes que vous rencontrez au quotidien pendant la crise et en dehors de la crise, histoire qu'on puisse challenger avec ce que l'on sait, ce qui se passe pour vous. Donc, la première. Ouais, la première chose, c'est autour de l'attitude. Donc, c'est un premier truc à déconstruire. Il y a plein de gens qui se disent j'aime pas les commerciaux, j'aime pas le commerce, je suis pas commercial. Alors, je sais pour connaître quelques personnes de la masterclass qu'il y en a certains qui sont des très bons commerciaux. Mais le premier truc, c'est être confortable avec l'idée que ça fait partie intégrante de votre métier. Et du métier de photographe au sens large, c'est-à-dire même les photographes de mode les mieux payés du monde sont quelque part des commerciaux.
Et donc ça fait partie intégrante de l'activité. Il faut être à l'aise avec cette idée-là. Et en plus, en commercialisant votre travail, votre savoir-faire, en fait, vous commercialisez un truc qui est génial, un truc qui est… Enfin, c'est pas comme si vous vendiez des tapis ou des encyclopédies papier en 15 volumes. Vous vendez un truc qui vous passionne, donc vous devez être fier, donc vous devez être à l'aise à l'idée de le vendre. Et ça, c'est un premier truc d'attitude. Quand on se lève le matin, il faut être à l'aise avec ça. Je sais que c'est pas naturel. Moi-même, je suis un ingénieur en recrutement. C'était pas mon point fort initial. Mais à partir du moment où on vend ce pourquoi on est passionné, je suis convaincu que tout le monde peut finir par aimer ça. Et je pense que même dans les interactions avec les gens, c'est soi-même dans la glace le matin, mais aussi dans les interactions par téléphone ou quand on se rend sur un shooting, l'attitude et le fait d'être juste souriant au téléphone, le fait d'être souriant quand on arrive sur un lieu de shooting, c'est ce qui permet effectivement de faire aussi la différence avec quelqu'un. Surtout si on prend les hôteliers, c'est des gens qui n'ont pas le temps, c'est des gens qui sont pas, voilà, qui sont des fois un peu fatigués et le fait d'apporter un sourire et d'apporter une discussion des fois aussi un peu différenciante, ça peut faire la différence. Ça peut faire la différence. Donc c'est pour ça que cette phrase elle est assez importante. On l'utilise nous au quotidien. Ça fait partie de un peu de nos valeurs aussi chez Ocus. Plus que le diplôme, avoir une bonne attitude et être capable de diffuser du positif dans les équipes et auprès de nos clients, c'est ce qui fait qu'on est plus heureux en fait le soir quand on rentre chez nous. Pour mettre un peu de concret avant d'aller sur le cycle de vente, c'est toute cette partie un peu outillage qui vous permet de gagner du temps au quotidien. Je te laisse prendre la main, Dan. Ouais, alors on n'a pas fait une session spéciale outils, mais quand même trois grands sujets qui me semblent indispensables parce que si vous n'avez pas ça, vous ralentissez, c'est-à-dire que vous courez avec un boulet accroché à la cheville. Le premier, c'est un CRM. Et donc ça, l'idée, c'est, en gros, c'est un Excel à améliorer où vous allez lister l'ensemble de vos clients ou de vos prospects et les interactions que vous avez avec eux. Alors là, on a mis HubSpot parce que moi, j'aime bien ce CRM-là, qu'il est gratuit. Il y a des actions chez HubSpot, tu peux nous le dire. Hein. Bah non, si j'avais des actions chez HubSpot, je pourrais vivre de ma passion pour la photographie. Vu que j'ai pas de talent, je suis obligé de travailler. Non, c'est un de ceux-là, en fait, peu importe celui que vous utilisez, ça n'a aucune espèce d'importance. Par contre, s'imposer d'en utiliser un, c'est absolument indispensable, notamment quand la rigueur commerciale n'est pas forcément votre point le plus fort. C'est-à-dire que c'est un outil qui va vous aider à apporter la rigueur que vous n'avez pas forcément naturellement. Zoho, c'est très bien aussi. Enfin, voilà, il y en a plein, mais l'idée de se dire je m'impose une structure, c'est s'aider soi-même en réalité. Bien sûr, il n'y a rien de mieux que d'arriver le matin devant son CRM et de se dire ok, j'ai 3 choses à faire aujourd'hui qui sont super importantes et du coup de se conditionner à les faire et donc de s'imposer de les faire. Et au pire des cas, aujourd'hui vous n'avez pas le temps, vous êtes sur de la post-prod, c'est fine, vous décalez les tâches à demain, mais au moins vous ne les perdez pas de vue. C'est pas noté sur un post-it que vous allez jamais traiter. Le post-it, en fait, que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, le post-it sera toujours là. La tâche, à la mano, vous êtes censé la décaler, donc ça va vous faire chier tout le temps la décaler, vous allez finir par le faire. Le post-it, c'est pas le cas. Donc, j'ai pas plus de choses à dire, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un cadre de travail et HubSpot, en tout cas les CRM gratuits, ça fait le taf. Ouais. Le deuxième aspect, c'est social selling, c'est plus lié à la prospection. Alors nous, on a mis LinkedIn parce que Jim et moi, on passe beaucoup de temps sur LinkedIn parce qu'en B2B, c'est quand même un super outil, mais Instagram, Facebook, c'est des canaux qui peuvent être évidemment utilisés. Je sais que vous le faites. Jim, tu as un petit tip ou deux sur… peut-être pour illustrer la consistance. Alors, je suis pas forcément un master là-dessus, mais c'est vrai que c'est super important de s'imposer aussi une routine et de la régularité dans les posts sur LinkedIn. En fait, pour avoir une communauté et surtout apporter quelque chose à sa communauté, être visible sur LinkedIn, il faut poster régulièrement et poster du contenu attractif. C'est quoi du contenu attractif? Il y a un algorithme qui tourne sur LinkedIn qui permet de valoriser les personnes qui publient régulièrement, qui taguent des gens, qui taguent des clients, mais ça peut être aussi d'autres photographes pour leur demander leur avis. Et surtout avec des hashtags, histoire d'être visible dans des feeds de discussion, des
ou des groupes sur LinkedIn. Donc, c'est bien d'être consistant. Consistant et régulier, ça veut dire peut-être poster pas tous les jours, mais peut-être toutes les semaines ou tous les mois. Mais en tout cas, se l'imposer. Se mettre une tâche dans l'agenda sur un sujet. Ouais. Et là-dessus, c'est un truc que je trouve que les photographes utilisent pas suffisamment. C'est en fait vous fabriquez énormément de contenu par nature. Et je pense que la temporalité, c'est-à-dire utiliser les dates anniversaires d'événements ou de photos que vous avez faites pour un client, par exemple, il y a déjà 3 mois, vous aviez fait cette très jolie photo je sais pas, d'un hôtel, d'une chambre, d'une boutique. En fait, le seul fait d'utiliser la temporalité et de publier pour faire votre promotion un bon contenu, qui est une photo ou un petit gif avec 5 photos qui s'enchaînent, ça fait déjà tout à fait le travail. Et ce qui est important à retenir là-dessus, c'est la régularité. Il faut être régulier et pour être audible, il faut être régulier et constant sur le type de contenu qu'on publie. Et le dernier point, ouais, vas-y. J'ai une question de Nicolas sur LinkedIn. Je ne sais pas si on saura y répondre. Je demande, tu veux dire plus on publie, plus on remonte. Pas de trust rank ou de pertinence sur LinkedIn pour remonter sur le feed. Est-ce que vous savez un peu comment fonctionne l'algo de LinkedIn ou pas? Alors, je pense pas. Encore une fois, ça n'engage que moi. Par rapport aux lectures que j'ai eues, je ne pense pas que publier plus te rend plus visible. Encore une fois, je pense que c'est la régularité de tes posts. Alors, peut-être pas tous les mois, mais peut-être toutes les semaines. Et surtout, le contenu des posts. Typiquement, je sais que quand tu mets un post, il faut pas mettre de lien dans le post. LinkedIn n'aime pas qu'on sorte de son environnement. Donc, le lien, c'est toujours en premier commentaire du post. En revanche, une photo, c'est très bien. Tu sors pas de LinkedIn, tu restes sur le post et taguer des gens et mettre des hashtags. Oui, ça, c'est l'autre élément, c'est le nombre d'interactions qu'il vont y avoir sur le post qui vont driver sa visibilité. Exactement. Mais dans le fond du fond, il y a dans la publication sur les réseaux sociaux, il y a 2 approches. Il y a soit vous voyez comme un média, et en ce cas-là, c'est pas Jim ou moi qui allons vraiment vous faire gagner un niveau suffisant pour créer un média et faire de vous une audience hyper forte. C'est un super chantier et il y a des gens qui le font hyper bien. Moi, mon conseil serait plutôt de l'utiliser comme un outil d'interaction pour se rappeler au bon souvenir des gens, pour diffuser au sein d'une population qui est assez identifiée, qui sont vos prospects, potentiellement hyper locaux, potentiellement très identifiés, partager des bonnes vibes. C'est pour ça que l'idée de citer des gens sur un post, en disant ce post, finalement, il est adressé à A, B et C, qui sont mes prospects du moment, à qui j'ai envie de raconter ça et avec qui je partage des bonnes ondes. Et Instagram et Facebook, c'est pareil. Hein, on parle de LinkedIn, on continue à dire LinkedIn, mais Instagram et Facebook, c'est la même façon. Hein, publier des posts et se rappeler au bon souvenir des gens en les taguant. Voilà. Et le dernier point, puis après on va rentrer dans du concret, c'est celle-ci, mais en fait, peu importe, c'est un outil pour faire les devis et les factures. Je ne sais pas s'il y a des gens encore dans cette masterclass, mais j'en vois de temps en temps qui font leurs devis, leurs factures sous Excel. C'est horrible à faire. Personne n'aime faire ça, donc il faut se trouver un outil qui vous aide. Alors, celle-ci est payant. Je ne sais pas s'il y en a des gratuits performants. Je ne suis pas très pointu sur le sujet, mais c'est un tel gain de temps que pour le coup, il faut vraiment un outil. Et en plus, ça facilitera la vie à votre comptable. Enfin, ça facilite la vie à tout le monde. Et pareil pour les relances, pour savoir quelles sont les factures payées ou pas payées, il n'y a rien de. Ouais. Voilà. Allez, on y va. Cycle de vente. Donc, tu pars. Donc, il a fallu partir aussi de quelque chose qui était existant. Alors, on n'est pas en train de révéler le cycle de vente d'Ocus. On l'a un peu simplifié. Mais l'idée, c'est d'avoir connaissance des 4 étapes un peu importantes et d'arriver à se projeter justement sur des tips, sur des astuces pour chacune d'elles. Je te laisse la main sur la première étape qui est la partie prospection que effectivement peu de gens aiment faire, hein, même les commerciaux en général. C'est que je connais assez peu de gens qui adorent faire de la prospection dans le dur, à froid et se prendre des portes toute la journée. Donc là-dessus, je vous donne une astuce principale, c'est de trouver un angle qui soit pas forcément d'ailleurs l'angle
c'est pas, vous n'êtes pas en train de. L'objet de la prospection n'est pas de faire la promotion de votre produit dans vos photographies. Absolument pas. Parce qu'en faisant ça, les gens, enfin, 99% des gens vont dire non, j'ai pas besoin de photos, pas maintenant, pas ce type de photo, j'en sais rien. La bonne approche pour faire de la prospection, c'est de faire de la prospection avec un angle assez assumé. Si on prend notre exemple de l'hôtel, l'idée de se dire, je vais engager des conversations avec des hôtel managers, donc des gérants d'hôtel, sur un axe qui soit du contenu pour faire la promotion autour de votre établissement ou du contenu pour valoriser les métiers au sein de votre établissement. Et se dire, OK, je commence à engager une discussion là-dessus. C'est beaucoup plus facile d'engager cette conversation-là, parce que vous n'êtes pas en train de vendre, vous êtes en train d'initier une conversation. Vous allez vous-même apprendre d'ailleurs de cette conversation. Et pour pouvoir trouver ce bon angle, ce qui est hyper important, c'est de bien comprendre le business model des gens à qui vous allez parler. Et dans le business model, en réalité, c'est les challenges. C'est quels sont les problèmes ou les challenges que cette personne qui est gérant d'hôtel a. Ben, en fait, elle doit augmenter son nombre de réservations, elle doit être visible sur Booking, elle doit générer des réservations directes, elle doit baisser le taux de commissionnement de Booking de 17 à 12%. Il faut avoir cette connaissance-là, parce que avoir cette connaissance-là vous permet d'avoir un angle, et l'angle, typiquement sur les hôtels, pourrait être à la reprise de l'activité, valoriser votre équipe qui vient travailler. Et est-ce que vous pensez que ça a des impacts cool sur la conversion et sur les réservations que vous allez avoir dans votre établissement? Ça, c'est un axe pour en réalité faire de la prospection. Ça peut être le local. Apparemment, le gouvernement dit qu'on va surtout consommer des vacances locales. Du coup, la problématique, ce serait comment on arrive à communiquer sur le local et donc sur ce qui entoure l'hôtel, les activités ou les paysages aux alentours. Donc, ça peut avoir du sens que de prendre aussi cet angle-là pour les adresser. Et donc, de montrer des choses que vous faites aussi sur cette partie un peu tourisme aux alentours d'un établissement, que juste l'architecture. Il y a Rémi qui demande si sur la prospection, on parle, ou en tout cas, est-ce qu'on recommande plutôt une prospection face à face ou un peu online, réseaux sociaux, mail, etc. C'est intéressant, Rémi, quand tu dis face à face. Après, on répondra, mais quand tu dis face à face, tu veux dire quoi? C'est en gros aller te rendre directement dans un hôtel ou aller directement te rendre devant le client pour parler avec lui? Genre en mode un peu brut, porte à porte? C'est un peu ça que tu veux dire par face à face? De taper, c'est ça. Okay. C'est marrant, tu touches à quelque chose que j'ai fait il y a 8 ans, qui était de vendre des visites virtuelles Google en porte-à-porte, en banlieue parisienne. Pas forcément les meilleures années de ma vie, mais en tout cas très formatrice. Je pense qu'il n'y a rien de mieux effectivement que d'aller parler aux gens en face à face si on connaît où ils habitent. Il y a quelque chose que tu ne crées pas online, que tu crées seulement en physique. Et d'ailleurs, on recommande souvent aux commerciaux de créer des lieux de rencontre physiques, des premiers meetings physiques. Il n'y a rien de mieux. Moi, je le ferais dans cet ordre. Je ferais une conversation. Je chercherais à engager sur les réseaux sociaux. Si on garde notre cas de l'hôtellerie, parce qu'en fait, c'est assez dur de faire une généralité, mais si on garde notre cas de l'hôtellerie, moi, j'engagerais avec les gérants d'hôtels sur les réseaux sociaux, typiquement sur LinkedIn, éventuellement sur Instagram, mais LinkedIn ou par email, avec un axe très fort. J'aimerais avoir une discussion avec vous sur l'impact des déplacements qui vont être hyper locaux pour la saison et de comment on fait la promotion du centre-ville de la ville où vous habitez. Et rapidement, je passerai un coup de téléphone. Et à l'issue de ce coup de téléphone, si le courant est bien passé, si on a cette conversation qui est engagée, alors oui, allez prendre un café avec lui. Et après, vous allez voir que du cycle se fera naturellement. Mais tu as raison, Damien. Ouais, moi, je le ferai vraiment dans cet ordre. Et après, donc on en passe à la phase d'après, qui est la phase de découverte, qui est clairement, honnêtement, c'est la partie la plus importante du cycle de vente. Dans le cycle de vente, d'ailleurs, chez nous, au Q, cette phase est séparée en plein de sous-phases. Mais là, on a pris le parti de le faire le plus simple possible. Mais s'il y a une phase qui est vraiment clé, importante, qui va faire toute la différence sur votre capacité à vendre cher, à vendre au bon prix et le bon produit, c'est cette phase-là qui est
très souvent sous-estimé parce que le client a tendance à dire « Bonjour, il me faudrait 10 je sais photos. pas, 12 photos de mes Ouais. chambres. Ouais. » En fait, il dit ça, il n'en sait rien de ce qu'il lui faut. Essaie d'être capable de construire avec lui le bon truc qu'il lui faut dans le bon budget qui va être toute la clé. Et avant Jim, de parler, tu veux nous… ouais, avant de parler de concret sur cette phase-là que tu vas récupérer, plutôt un peu de théorie. Aujourd'hui, une bonne phase de découverte, on la divise nous en 4 items. Donc le premier item, c'est l'item du decision maker. Enfin, quand je dis decision maker, c'est est-ce que la personne que vous avez au téléphone, est-ce que la personne avec qui vous interagissez par email est la personne qui va prendre la décision et la personne qui va vous envoyer un chèque ou va vous payer en carte bleue à la fin de la prestation. Le deuxième item, c'est l'item du besoin. Damien commençait à le dire, mais si on rentre un peu dans des sous-questions, c'est comment vous allez utiliser les images. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez besoin de 10 photos des chambres? Il y a un sujet de booking derrière. Vous essayez de creuser en fait avec lui le besoin. Vous essayez d'avoir vraiment le maximum d'informations possibles sur le besoin et pas juste les 10 photos de chambre qui vous parlent. Le troisième item, c'est l'item du budget. C'est d'arriver à finalement comprendre et connaître l'enveloppe qui va être dédiée à la prestation. Et le quatrième item, c'est l'item de la timeline, du temps avant de shooter. Est-ce qu'on parle d'un shooting cette semaine, d'un shooting la semaine prochaine, le mois prochain ou l'année prochaine? Et pourquoi? Pourquoi ce délai-là? Est-ce que c'est parce que l'hôtel peut-être n'est pas encore ouvert, il est en construction, ou est-ce que c'est parce que les chambres vont être refaites la semaine prochaine? Donc vraiment comprendre pourquoi, avoir un maximum d'éléments. Damien, tu récupères le bébé sur justement un peu de concret là-dessus. Ouais, c'est dans cette phase de découverte, construire cette compréhension mutuelle, non pas… En fait, les clients, ils ont toujours un besoin exprimé, mais c'est jamais le besoin fondamental. Le besoin fondamental, il est toujours plus profond que ça. Et les gens, ils n'ont pas besoin de photos dans l'absolu. Ils n'ont pas besoin de photos pour faire… en soi, ils ont un but avec ces photos. Être capable de très bien comprendre cette chose-là vous permettra d'être complètement différencié de tous les concurrents qui vont interroger. C'est-à-dire que si vous êtes celui qui a très bien compris son besoin, il a très bien compris pourquoi il avait besoin de 12 photos en noir et blanc, j'en sais rien, vous serez tout seul par rapport à tous les autres qui vont juste dire « Ok, 12 photos, je balance mon devis pour 12 photos. » Donc, déjà là, on est en train de créer une différence et on est en train de traiter le point de la concurrence en fait à ce moment-là. Et le deuxième point qui est hyper important dans cette phase de découverte, c'est le budget. Le budget, c'est la question que… Mais c'est pas propre du tout aux photographes. Hein. La plupart des commerciaux, notamment quand ils débutent, mais enfin, même dans la vie du commercial, l'idée de demander le budget est toujours un truc compliqué avec lequel les gens sont mal à l'aise parce qu'on a peur de se prendre un nom. Monsieur, quel est votre budget? Il dit, bah, monsieur, envoyez-moi votre cotation, enfin votre devis d'abord, et puis on verra après si ça rentre. Ça, c'est la pire des situations. Moi, j'envoie jamais de devis quand je connais pas le budget parce que je sais que le risque de se planter est beaucoup trop grand. Soit en faisant un budget trop petit versus un pricing trop petit versus le budget qu'il avait prévu d'y consacrer, soit un pricing trop grand versus le budget qu'il avait prévu d'y consacrer. Et du coup, dans les deux cas, la probabilité que ça revienne signer, elle est absolument anecdotique. Donc, là, il y a quelques tips sur comment je demande le budget à un client. Je vous en donne deux. Le premier, c'est au lieu de demander le budget, je demande combien ils ont dépensé la dernière fois quand ils ont fait faire un truc comme ça. Genre, la dernière séance photo que vous aviez fait faire, qui était pas mal d'ailleurs, ou qui était à chier parce que vous m'avez dit qu'elle n'était pas bien, on s'en moque, combien vous avez coûté? Ça permet d'introduire la notion de budget. Donc, si il vous dit, elle n'était pas bien, mais j'avais payé 100 €, du coup, on peut commencer à en parler, en fait, du fait que, en fait, 100 €, c'est normal qu'elle soit pas bien parce qu'à ce prix-là, le photographe, il n'a pas pu y consacrer plus de 2 heures ou plus d'1 heure et que forcément, il faut plus d'1 heure pour faire ça. Et donc, ça permet d'avoir cet échange-là. Donc, ça, c'est un premier tips. L'autre tips, quand celui-là ne marche pas, que j'aime bien utiliser, c'est, et je le prends souvent sur la vidéo parce que les écarts types en vidéo peuvent être vraiment énormes. Je dis, en fait, j'ai besoin de connaître votre budget pour savoir si je dois vous faire un plan de production pour un budget à 1000 ou pour un budget à 10 000 où je peux mettre des dinosaures en 3D et des vues hélicoptères. Et donc, en fait, j'ai besoin de savoir dans quelle fourchette vous vous situez. Est-ce que vous êtes plutôt à 1000 ou est-ce que vous êtes plutôt à 100 000? Et je prends volontairement
très volontairement un écart type très large. C'est-à-dire que vraiment, mon haut, je vais dire, le haut, c'est une pub télé. Il y en a entre 150 000 et 200 000 euros de budget sans les acteurs. OK. Puis ça amène du sourire aussi, hein, ce genre d'écart type. Ça permet de créer du lien et de renforcer un lien qui se crée avec la personne. J'ai une question en live, si ça vous va. Il y a Luc qui demande. Nicolas, il est au taquet. Hein. Est-ce que le client achète Nicolas est toujours au taquet. Est-ce que le client achète un prix ou un pro qui fait de la qualité? En fait, c'est un peu comment mettre un rond dans un carré. Un carré dans bien sûr. Moi, je pense qu'il achète les deux, hein, de toute manière. Hein. À un moment donné, un projet, c'est un global. Hein. C'est un decision maker, c'est une timeline, c'est un budget, c'est un besoin. Et c'est connaître l'intégralité des éléments qui va vous permettre de vous construire la bonne proposition qui sera acceptée à la fin. Donc, je pense que la question, elle se retourne. On peut se la retourner à nous-mêmes, en fait. C'est est-ce que moi, quand j'achète un ordi, j'achète quoi, en fait? J'achète la marque, j'achète la qualité ou j'achète le prix? En fait, moi, mon ordi, c'est important pour moi. Je suis capable de le dire parce que j'y passe 10 ou 12 heures par jour sur mon ordi. Donc, moi, je veux qu'il marche bien. Donc, j'achète un ordi qui… Mais oui, c'est pas le moins cher. Encore faut-il que tu aies compris qu'est-ce qui fait qu'un ordi marche bien? Et on en vient un peu à la valeur. Qu'est-ce qui fait qu'un reportage photo est réussi? Et si vous arrivez à avoir un peu cette approche pédagogique avec le client, de construire le projet et de lui dire, OK, en fait, les photos vont être utilisées sur Instagram, sur Facebook et sur votre site Internet. Mais de ce que j'ai vu du coup sur votre site Internet, c'est que les formats vont être un peu différents. Il y aura du format carré et du format horizontal. C'est ce qui fait que ça va donner de la valeur à votre projet. Vous allez en plus poser des questions sur le budget et qu'à la fin, vous ayez quelque chose qui soit forcément accepté ou en tout cas qui se rapproche de l'acceptation de la proposition commerciale. Mais il ne faut pas enlever les étapes intermédiaires, qui fait qu'à la fin, on ne comprenne pas pourquoi ça coûte ce prix-là. Et par exemple, je vous prends un exemple extrême. C'est toujours la question du prix et de la valeur, mais la question de la valeur pour un hôtel, si vous lui faites une photo qui va transformer, donc qui va convertir 10% de mieux que les autres photos sur Booking.com. En fait, le seul 10% de conversion sur Booking.com en plus, sa valeur, elle ne se chiffre pas à quelques centaines d'euros, elle se chiffre à quelques dizaines de milliers d'euros pour un hôtel à l'année. Et encore, si on estime qu'il les utilise pendant 3 ans, c'est encore plus. En fait, la question, c'est quelle est la valeur que vous allez pouvoir lui amener. Et je vous donne cet exemple-là sur Booking.com. On avait fait une étude, c'était sur Expedia. On avait fait une étude sur le niveau de saturation et en fait, on s'était rendu compte que plus une image était affichée en petit, plus il fallait qu'elle soit saturée pour qu'elle transforme. Une image sur un écran de photographe 27 pouces étalonné, elle a intérêt à être clean. Mais par contre, sur une miniature qui fait 100 pixels par 100 pixels, elle a intérêt à être boostée. Et honnêtement, carrément trop boostée. Si vous la mettez sur un grand écran, elle vous brûle les rétines normalement. Mais quand elle est affichée en petit, elle augmente son taux de transformation. Et vous voyez, rien que d'avoir cet échange-là avec le client, de lui dire, en fait, si elles vont sur Booking, alors je vais vous augmenter un peu. Merci Nicolas, je sais que ça marche. Je sais. Rien que d'avoir cet échange-là avec le client dans la phase de découverte. Ah oui, vos images, elles vont sur Booking. OK, donc il faudra que je vous en fasse une version un peu plus saturée parce que sur Booking, plus la saturation elle est élevée, plus la transformation elle est forte. En fait, là, vous êtes en train de quitter le prix pour la valeur. Jim pleure tellement c'est beau. Non, j'ai rien à ajouter. Après, il y a une partie qui est proposition dans le cycle de vente sur laquelle il faut passer un minimum de temps. En fait, si vous avez bien fait votre phase de découverte et que vous envoyez un tarif dont vous avez déjà finalement un peu anticipé, dont vous avez parlé avec votre client, il n'y a aucune surprise quand le client reçoit le devis. Et donc, il est capable de le signer ou de ne pas le signer et de vous expliquer pourquoi. Et éventuellement, c'est que de la négociation et ça va assez vite. Mais vraiment, c'est une phase qui ne doit pas prendre longtemps, la phase de proposition. Si elle dure longtemps, c'est que vous avez mal fait la phase de découverte. C'est qu'on a mal fait la phase de découverte. Il y a une question de Luc qui est assez intéressante. Et Luc, je me permets, mais ça revient un peu à ce qu'on disait sur l'attitude. Est-ce que la pédagogie n'est pas perçue comme des arguments de vente? Donc, la pédagogie que toi, tu vas avoir face aux clients, c'est là où tu montes ton école. Moi, perso, si tu m'apprends quelque chose, quand je suis client ou quand je suis vendeur, si tu m'apprends quelque chose, je t'aime bien, en fait.
Tu vas me permettre de rayonner à titre personnel vis-à-vis de moi-même. J'aurai appris quelque chose et éventuellement même vis-à-vis des gens qui m'entourent, à qui je vais restituer l'information que tu m'as transmise. Donc, j'y gagne en fait. Et si j'y gagne, ouais, ok, c'était un truc pour me vendre quelque chose à la fin, mais en fait, je m'en fous. À la fin, j'ai acheté ton truc et j'en suis content en fait. Tu m'as expliqué pourquoi et j'y gagne en fait. Donc, je suis d'accord avec toi, mais si c'est bien fait, si c'est fait avec humilité et pas juste pour qu'il y ait des arguments, pour qu'il y ait des arguments, il n'y a pas de sujet. Je pense qu'il n'y a pas de sujet. Ouais, et en plus, c'est très lié à la phase de prospection, mais si la phase de prospection, elle a été attaquée sur un angle de discussion. Ok, je vais te parler de la valorisation de l'environnement ou des métiers au sein de ton hôtel. Et je voudrais qu'on ait un échange là-dessus. Moi-même, j'ai pas forcément une idée préconçue de ce truc-là. Mais par contre, je le vois comme une tendance et j'aimerais qu'on en discute. Et ben en fait, tu vois, de cette en fait, du coup, tu crées une discussion qui est une discussion d'échange où toi, tu reçois et tu donnes en retour ce que tu sais. Et tu es aussi à l'aise pour dire ça, je sais pas. Parce que mon image, elle va être mieux référencée sur Google si elle est plus saturée ou moins saturée. Franchement, moi, je n'ai pas la réponse. Et donc, si un client me pose la question, je peux lui proposer qu'on fasse des essais. Je peux lui proposer une méthode pour qu'on teste. Mais je ne vais pas lui fournir une réponse de commercial en disant ah oui, bien sûr, mes images, elles marchent mieux sur Google. Parce que je ne suis pas un vendeur de tapis, en fait. Et en fait, si cette relation a été instaurée, le client, il accepte que vous lui disiez, écoutez, je n'ai pas la réponse à cette question, je veux bien qu'on fasse des essais et qu'on mesure les essais, parce que mon objectif, c'est que ça crée le plus de valeur pour toi, parce que plus ça créera de valeur, plus tu seras prêt à le payer cher. Bien sûr. De toute façon, toutes les bonnes relations, elles se construisent aussi sur la base de non. Hein. De non, je ne sais pas, ou il faudrait peut-être essayer autrement, et pas seulement sur oui, ou monsieur le client, oui, monsieur le client, ou oui, monsieur le client. La seule chose que vous avez gagné en répondant oui à tout ce qu'un client vous demande, c'est d'être dans une petite chaise et qu'à chaque fois qu'il vous appelle, vous soyez stressé et vous ne sachiez pas comment prendre la relation commerciale. L'attitude, on en revient à l'attitude, mais il y a un côté de s'assumer et d'accepter le fait de savoir quelque chose ou de ne pas savoir quelque chose, mais d'avoir toujours une solution pour essayer d'arriver à l'information demandée. C'est marrant. Je vois une remarque de Bastien qui dit personnellement, même en abordant un prospect de cette manière, j'aurais toujours l'impression de vendre mes services. Mais en fait, Bastien, tu as raison. En fait, exactement, en abordant les trucs de cette dernière, tu seras en train de vendre tes services. Il ne faut pas se mentir. Et évidemment, c'est ça que tu vas faire. C'est juste que tu vas rendre cette phase agréable. C'est que cette phase qui est désagréable de dire « Oh là là, je suis en train de vendre mes services », on va la transformer en une phase qui est agréable parce que c'est une phase d'échange. Et en fait, oui, bien sûr, tu vends tes services. Il le sait, tu le sais. Et c'est normal parce que en fait, c'est la façon dont tu gagnes ta vie. Donc, il n'y a pas de malaise à le faire. Et l'idée, c'est pas de s'en cacher, surtout pas. Mais par contre, c'est de le faire de façon agréable. Et une bonne façon de le faire de façon agréable, c'est de le faire en ayant un sujet de conversation qui soit un sujet qui lui importe à lui et qui t'importe à toi. On avance sur la dernière partie. Ouais, il faut qu'on avance. Ouais. Donc, les propositions, le type, c'est pas de mauvaise surprise. C'est quand vous envoyez un devis, il faut que la personne en face soit prête à le signer. Il ne doit pas y avoir de surprise dans le devis. Il doit recevoir le truc auquel il s'attend. Ça fait quoi tes deux tips de tout à l'heure, hein. Soit le tips de la tendance, le dernier investissement en photo, soit le tips de la fourchette, une fourchette très large pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Ouais. Et au passage, nous, ça nous arrive, c'est ma spécialité, ça, de sortir à la fin de la phase de découverte. À la fin de la phase de découverte, je dis, je suis désolé, mais en fait, moi, je ne vais pas vous faire de devis. Je ne vais pas vous faire de devis parce que vous voulez payer 20. Vous voulez payer 20 là où ça vaut 200. Et donc, en fait, je ne vais pas vous envoyer un devis à 200 alors que je sais que vous voulez payer 20 et je ne vais pas vous envoyer un devis à 20 parce que ça vaut 200. Et je sais déjà qu'on ne se mettra pas d'accord, donc en fait, je ne vais pas plus loin. À la fin de la phase de découverte, je step out. Genre, je dis, OK, très bien, vous trouvez quelqu'un pour faire 20, faites avec quelqu'un qui fait 20, puis vous reviendrez me parler. Si vous êtes content, c'est très bien, et puis basta. Donc, déjà, on sauve du temps, et en fait, je n'envoie des devis qu'à des gens qui le méritent. Il y a un truc, et sur lequel on s'est déjà mis d'accord, en réalité. Et après, la phase de signature, c'est la dernière phase du cycle de vente. C'est éviter les trucs de relance du genre je vous ai envoyé
mon devis il y a 4 jours et j'attends avec impatience votre retour. OK, il sait que vous lui avez envoyé. Vous aussi, vous le savez. Et tous les deux, vous savez qu'il n'a pas donné de réponse. Donc, en fait, à cette phase-là, la question, c'est est-ce que ce mail, il augmente vos chances d'obtenir un oui. L'approche que favoriserait là, à cette phase-là, c'est comment j'augmente le désir. C'est-à-dire comment je fais appel à des leviers émotionnels chez mon client pour qu'il ait envie de signer ce devis. Et je ne sais pas, Jim, tu as des idées de petits leviers émotionnels qui peuvent être actionnés à cette phase-là? Ça peut être utilisé, encore une fois, vos supports dont on a parlé un peu plus tôt pour communiquer sur un dernier post, une dernière photo que vous avez publiée, histoire de le renvoyer vers de la source d'information, ou en tout cas de la rassurance sur votre capacité à pouvoir bien faire le job. Ça peut être aussi, moi je sais qu'à mon niveau, quand je pars en vacances et que je reviens de vacances, à mes clients, plutôt que d'envoyer comment ça va, tu as pris des vacances cet été, je leur envoie le lien vers mon flux Instagram que j'aime bien utiliser, que j'aime bien publier sur mon Instagram. Et du coup, j'essaye plus que de leur parler de ma destination, je préfère leur montrer ma destination et dans des endroits peut-être un peu insolites dans lesquels je suis allé. Et ça fait la différence, un lien émotionnel plus que juste un lien textuel. Et ça parle de vous en fait. C'est authentique, ça parle de vous. C'est pas un truc bateau du genre alors mon devis, tu l'as bien reçu, on signe comme on avait dit fin de semaine. Il y a autre chose, il y a un plus. Ça peut être aussi de la news sur l'industrie de votre client. Ce qui est bien, c'est que si vous intéressez vraiment à l'industrie, par exemple de l'hôtellerie, que vous voyez que Booking.com a revu son algorithme et que vous saviez que lui, que c'était un truc qui le faisait chier, Booking.com l'embêtait, et ben envoyez-lui la news en disant putain, les salopards, regarde, ils ont augmenté la commission, vraiment pas cool. J'espère que tu le prends pas trop mal et à dispo pour discuter, pour avancer sur notre projet commun. J'en sais rien, mais en tout cas, ça montre que vous vous intéressez à lui, à ses problèmes, et du coup, vous communiquez en ce sens-là avec lui. Je pense qu'on en a fini avec ça. Ouais. Un petit récap peut-être. Yes, c'est le récap. Ouais. Tu veux faire le récap, Suze? Vas-y. Si vous voulez. Allez, vas-y. Donc, les 4 étapes de… Je vais pas me si reconvertir, les gars. Les 4 étapes du cycle de vente pour un bon photographe et un bon commercial. C'est première étape, la prospection. Le point important sur la prospection, c'est de trouver le bon angle pour rendre la discussion intéressante et pour vous et pour lui. Et n'oubliez pas surtout de vous mettre à sa place et de comprendre quelle va être l'utilisation des images. Pas juste je vends mes photos parce que je sais faire des photos. Les photos, elles ont un intérêt pour le client. Ensuite, sur la découverte, il faut bien comprendre du coup le besoin, le timing, pour ne pas shooter des mails qui ne servent à rien parce qu'en fait, il en a besoin pendant 2 ans. Donc, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Oui, la rate au courbouillon sur le timing. Essayez aussi d'avoir le bon interlocuteur, de savoir exactement qui décide pour ne pas perdre de temps à parler avec une personne qui va faire suivre vos mails et machin et bidule. Ça fait des boucles inutiles et ce n'est pas efficace. Et forcez-vous d'avoir une manière la plus inventive possible pour comprendre le budget du client. Sinon, vous allez forcément taper à côté et du coup, on perd du temps. Cette phase de découverte, c'est la phase la plus importante. Et c'est surtout la phase où vous pouvez comprendre si ce que vous avez à apporter au client match avec le besoin du client. Si ce n'est pas le cas, on sort, on arrête et on passe au suivant. Si ça marche, on passe à la proposition. La proposition, ça va être une période courte. Il s'agit de faire le devis, donc n'hésitez pas à vous équiper. On en a parlé un peu plus tôt en termes d'outils. Et elle doit reprendre exactement ce que vous êtes dit dans la période de la découverte. Ce n'est pas le moment de surprendre votre client. C'est le moment d'avoir un papier qui officialise vos discussions. Et du coup, pareil, attention au timing, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Sur la signature du deal avec le client, faites-vous désirer, évitez toutes les relances de type « Bonjour, est-ce que vous avez bien reçu mon email ?» Mais encore une fois, apportez votre expertise. Encore une fois, mettez-vous à sa place et essayez d'être un peu créatif. Eh ben, c'est super bien résumé. Bravo, Suzy. Franchement. Et il y a juste un truc qu'on n'a pas dit, et je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais ce cycle de vente, c'est le cadre dont on parlait qui peut être implémenté dans votre CRM. C'est-à-dire qu'après, chacun de vos clients va passer par ces 4 étapes. Et quand vous mettez sur votre CRM, vous savez où en est le client et en fonction de ça, qu'est-ce que vous avez à faire. Si vous avez un hôtel qui en est à la phase de proposition et que c'est pour dans 3 mois, vous savez que vous avez un peu le temps, mais au moins, c'est quelque part, c'est pas juste dans votre tête. Carrément, si on va un peu plus loin, vous pourriez même, si c'est un CRM qui est personnalisable, vous pourriez même ajouter les différentes cases besoin, timing, qui décide budget pour vous assurer que vous avez bien couvert tous les sujets
et que vous avancez pas sur la phase proposition sans avoir bien rempli vos différents champs. Donc, carrément, très bonne idée. Ouais. Et moi, je suis surtout ravi de voir que Suzy va rejoindre l'équipe commerciale d'Ocus. Et ça me fait plaisir. Damien, tu t'occuperas d'anime et des masterclass, du coup. C'est un plaisir. Elle vit ma vie. On passe aux questions-réponses. Yes, cette partie Q&A, histoire de lancer, même si vous avez pas hésité. Et merci d'avoir créé quelque chose un peu d'interactif au fil du deck. On a une principale question qui est revenue aussi bien sur la partie francophone qu'internationale, sur l'expertise, comment réussir à valoriser son expertise auprès d'une clientèle internationale. En gros, c'est photographe local versus photographe in-house. Un Hilton, quand on voit un photographe américain faire des photos, je sais pas, à Amsterdam. C'est une histoire un peu de crédibilité. C'est comment, encore une fois, on a l'attitude de quelqu'un qui est pas sûr de lui dans le sens négatif du terme, mais en tout cas qui connaît sa valeur et qui est capable de prouver sa valeur, un local versus un étranger. Et ça, pour illustrer cette question-là et cette idée-là, on a pris l'exemple de Booking.com, pour qui on a réalisé des images un peu partout dans le monde. Et c'était un peu le sujet, c'était quel est l'intérêt d'envoyer des photographes locaux versus envoyer une équipe de 5 photographes dans le monde entier. Déjà, ça aurait pris du temps, ça aurait pris longtemps, plus de temps que si on passait par des locaux. Mais au-delà de ça, c'est surtout que je pense, moi à titre personnel, que quelqu'un qui est local, il connaît des endroits insolites que les touristes connaissent pas et qui vont pas voir sur d'autres sites internet. Si je vais sur Booking.com et que je vois des photos que j'ai vues nulle part et que j'ai des conseils voyage que j'ai vus nulle part, des endroits où aller pour vivre des expériences qui sont différenciantes, qui sont authentiques, je vais avoir envie de passer sur cette plateforme-là et je vais avoir envie de réserver mon voyage sur cette plateforme-là. Et c'est comme vous à votre échelle à un hôtel qui vous dit, moi je passe par un photographe qui vient du siège d'Hilton, mais je trouve que c'est un non-sens. C'est un non-sens parce que cette personne-là n'y connaît pas le local et même dans la relation qu'il va avoir avec l'hôtelier, il y a quelque chose qu'il ne va pas avoir qu'il aurait eu avec un local. Ne serait-ce que juste la prise de contact. Si vous parlez de l'événement qui a eu lieu dans le village ou dans la ville d'à côté une semaine avant, ça va créer quelque chose qui ne pourra pas être créé avec un Américain. Et je ne parle même pas même à un niveau national, Marseillais versus Parisien, je pense qu'on connaît tous cette situation où un Parisien qui va chez un Marseillais ou l'inverse fait qu'on va perdre quelque chose et qu'il peut y avoir des tensions en fait, qui ne devraient pas y avoir, dont on peut se priver en fait. Et ça fait le lien avec le après la crise et le lien avec le Covid. C'est moi je pense comme conviction assez forte qu'il y a pas mal de trucs qui vont changer. Et quand on regarde les discours notamment des compagnies aériennes qui disent qu'il n'y aura pas de retour à la normale du trafic aérien avant au moins 12 à 18 mois, quoi, quelque chose de ce goût-là. En fait, l'idée de monter dans un avion pour aller faire 2 jours de photographie, c'est un truc qui va devenir un non-sens. En tout cas pour les mois et années à venir. Donc l'idée de comment je fais la promotion locale de mes compétences locales auprès de cibles qui habituellement faisaient venir des gens de loin, à mon avis, c'est un bon sujet de réflexion. Et cette connaissance de l'hyper local est probablement cette photo est un bon exemple. Franchement, en dehors d'un Islandais, personne pouvait aller faire cette photo, ou bien il fallait y passer la journée. Lui, il savait qu'il allait aller faire cette photo ici parce qu'on lui avait dit cadre dans le cadre avec vous en arrière, vous de dos. Il savait exactement où est-ce qu'il voulait shooter cette image. Il connaît le coin. Elle est forcément meilleure que si quelqu'un l'avait fait au hasard. Donc ça c'était pour entamer la discussion. Si je sais pas si Suze, tu as des questions auxquelles on n'aurait pas répondu et qui seraient pertinentes. J'en ai vu une sur les templates d'email de Nicolas. Ouais. En fait, j'aime pas les templates d'email et sûrement pas les templates d'email génériques. Je pense que la bonne approche, c'est de se dire, ok, j'ai un fil conducteur dans mes templates d'email qui sont, et en fait, ça dépend du cycle de vente, ça dépend de la phase, mais quand je vais chercher à faire de la prospection, je sais ce que je vais chercher à faire, c'est générer de l'interaction, donc générer une discussion. Donc en réalité, je vais prendre mon angle, être toujours sympathique, être toujours mais je vais pas utiliser un template générique que je vais rappliquer à tout le monde, à chacun. Je vais avoir une approche qui est très ciblée. Je veux parler à l'hôtel manager du centre-ville de Toulouse, pour prendre le cas de Nicolas.
du Mercure de Toulouse. C'est à lui que je veux parler. C'est à lui. Et donc, ce que je vais lui dire à lui, c'est j'ai vu que vous aviez ouvert, je ne sais pas, un espace de coworking au sein de votre hôtel. Je sais que les enjeux du coworking, c'est aussi la nourriture. Et voilà, qu'est-ce que vous pensez de mettre en avant les trucs, les chefs événements coworking ouais, j'en sais rien, enfin, ce que vous voulez. Mais ça va être toujours cette approche-là de bien choisir les cibles que je prospecte parce que j'ai envie de vouloir discuter avec elles. Je ne vais pas prospecter large en disant il y en a bien un qui va me répondre. Non. Je vais dire ok, j'ai envie de lui parler à lui parce que lui, j'ai envie de faire un truc avec lui. Et par contre, quand je vais l'approcher de façon assez délicate, assez ciblée. Évidemment, une fois que j'ai écrit mon email à l'hôtel manager du Mercure de Toulouse, je peux l'utiliser pour les autres hôtels managers. Évidemment, je vais le faire. Mais quand même, avoir cette réflexion-là et vous donner un template tout fait. Nous, on en a hein, évidemment des trames d'email, mais ceux de Jim ne sont pas du tout les mêmes que les miens. Et c'est fine. Par contre, l'objectif qu'on a est le même. Ouais, c'était une conclusion. Enfin, l'idée, c'était plutôt d'avoir votre conclusion. Ce qui serait bien, c'est au choix sur le chat d'avoir soit une note, ça peut être une note de 0 à 5 sur comment vous avez trouvé la masterclass, et éventuellement quel est le learning, quel est le tips, quelle est l'histoire que vous retenez quand vous aurez transmis au fil des échanges. Ça peut être cool de savoir un peu quels sont les trucs qui ont été vraiment retenus, les trucs qui étaient les plus importants selon vous. Donc, une note et ou un truc que vous retenez, un seul truc que vous retenez de cette session. Ça nous permettra d'avoir un vrai feedback à chaud là, sur la masterclass. J'espère que ça vous plaît. L'idée, c'est vraiment d'essayer de partager des compétences qu'on a, nous, en tant qu'entreprise et que start-up, pour vous aider à développer vos compétences à vous en tant que photographe, à votre business, vos clients, votre visibilité. Merci pour vos retours, ça fait vraiment plaisir. À bientôt. Ciao. Bonne journée.